Est-ce qu'on peut... Voilà, ça y est. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci d'être à ce rendez-vous. La biodiversité, la crise de la biodiversité, les leviers pour la résoudre avec des temps forts, dont un qui a démarré en début de semaine, qui est celui de la COP 15. Et j'ai le grand plaisir de... Alors, excusez-moi, je m'arrête et je m'adresse à la technique. Votre Pavlov ne fonctionne pas. Donc, est-ce que vous pouvez faire quelque chose, s'il vous plaît? Parce que c'est moi qui suis à la manœuvre pour vous montrer des belles images. Voilà. Merci. Je vais réessayer. Impeccable. Voilà. C'était juste pour faire les présentations. Bienvenue à Maude Lelièvre, présidente du comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN. Vous avez été à la manœuvre il y a quelques semaines avec le sommet mondial de Marseille. Évidemment qu'on y reviendra dans quelques instants. Bienvenue à Claude Fromageau. Claude Fromageau est directeur développement durable et responsable du groupe Rocher. Et vous êtes également président du Global Partnership for Business and Biodiversity et aussi membre de l'UICN. Vous avez l'écosystème devant vous. Et bienvenue à Pierre-Yves Pouliquin, directeur du développement durable du groupe Suez. Je fais à nouveau un pas de côté pour m'adresser à la régie. On a un retour qui est vraiment pas agréable, même complètement désagréable. Alors, est-ce que vous pouvez faire quelque chose ou alors j'enlève cet appareil-là et puis vous me donnez un micro normal? Ça peut fonctionner aussi, mais si vous pouvez agir rapidement, ce serait chouette. Voilà. Alors, on va passer 1h15 ensemble, pas seulement pour parler de biodiversité, mais de voir quel est aujourd'hui l'engagement et les positionnements de notre pays, et surtout de voir aussi quel est l'engagement des entreprises. Comment elles intègrent dans leur business model la biodiversité? Quelles sont les décisions nature que prennent ces entreprises? C'est tout cela qu'on va balayer. Et je voudrais tout de suite, mesdames, messieurs, vous poser une première question. Donc on est en plein dans le démarrage de la COP 15. Alors vous avez suivi l'actualité. Il y a une COP hyper médiatisée qui va bientôt démarrer à Glasgow. Et puis on a une autre, mais tout aussi importante, et qui concerne la biodiversité. Cette semaine, elle a lieu en visio, elle est assez formelle, hein, c'est le moment des présentations. Et au printemps prochain, elle se déroulera en Chine, et ce rendez-vous est aussi important que celui de Glasgow, puisque les débats, donc c'est porté par les Nations Unies, et les débats de cette COP 15 devraient permettre d'acter, on l'espère, des mesures essentielles pour sauvegarder le climat, la nature et la biodiversité. On assiste, et vous en avez quelques faits à l'écran, à un appauvrissement qui s'accélère de nos biodiversités. Alors la première question que je voudrais vous poser, on fait un premier tour de piste rapide. À quoi ça va servir cette COP 15? Quelles sont les espérances que vous portez pour notre pays sur cet événement mondial? On commence avec vous, Maude. Merci de votre invitation. Merci à Polytech d'avoir mis à l'honneur un sujet aussi important que celui de la biodiversité. Alors peut-être quelques éléments qui sont issus des débats de ce matin. L'avantage avec cette COP en version hybride qui se déroule en Chine, c'est qu'on peut suivre très tôt les débats en Chine et être à l'heure à Lyon, à Polytech. Donc il y avait un segment de haut niveau ce matin dans lequel... Excusez-moi, et réciproquement, parce qu'ils peuvent nous suivre en digital. Eux également. Je crois qu'il y a quelques groupes de travail prévus cet après-midi parce qu'elle justement elle doit être décisive. Donc moi peut-être pour rappeler deux interventions de la matinée, de la début de matinée. La première c'est celle du président de la République qui a cité une partie des conclusions du congrès de l'Union internationale de conservation de la nature qui a eu lieu, comme vous l'avez rappelé, il y a un mois à Marseille. Et où il était. Et où il était présent et où au titre de la France, puisque le congrès de l'UICN regroupe à la fois les États mais aussi des ONG, des membres, des organisations d'entreprises, des organisations professionnelles, des organisations territoriales. Donc le président de la République française a rappelé d'abord la nécessité de préserver la Méditerranée, de mettre des moyens accrus sur le règlement de la double crise climatique et
et biodiversité. Et puis un certain nombre... vous voulez que je change de micro, c'est ça? Allez-y. Allô? Cette fois, ça marche pas du tout. Si, on vous entend. Allez-y. Sinon, on peut le faire sans mais micro, ça, non? ça continue, hein, le problème là. Ça marche pas. Donc voilà, donc des rappels Non, là c'est pire. Natacha, on peut faire quelque chose parce que ça fonctionne plus du tout. Essayez le troisième. On va peut-être les infecter entre deux. Allez. C'est très, très Covid-friendly. Donc, en tout cas, justement, le président de la République a parlé des zoonoses, du fait que la France était très engagée dans la lutte contre les zoonoses, l'engagement de la France pour la Méditerranée, sur l'océan. Donc, c'était un moment important. Et puis, moi, j'aimerais peut-être rappeler ce qu'a rappelé le directeur général de l'UICN, le directeur monde, qui faisait le lien entre le congrès, les conclusions du congrès de l'UICN et cette COP en disant les conclusions... et c'est ce qui doit ouvrir à la fois la COP biodiversité mais la COP climat. C'est qu'il faut absolument lier les solutions et les négociations internationales. Celle sur le climat, celle sur la biodiversité et celle sur la désertification. Ce sont les 3 COP que nous aurons entre cet automne et l'année prochaine. Et je pense que mes interlocuteurs seront d'accord avec moi, il faut aussi trouver des solutions dans le monde économique et dans la finance. Il faut consacrer plus de moyens à la lutte contre la biodiversité, éviter de développer des solutions économiques ou financières qui soient néfastes à la biodiversité. On ne peut pas aggraver la crise. Et puis enfin, troisième chose, il est absolument nécessaire et urgent qu'on prenne des mesures internationales de préservation des océans, un traité de protection de la haute mer. Ça fait partie des 30 motions qui ont été débattues pendant le congrès mondial de l'UICN et ça fait partie des objectifs que doivent porter les COP biodiversité et les COP climat. Si on ne trouve pas de solution pour les océans, on ne trouvera pas de solution globale pour l'environnement. On reviendra sur ce point après. Je vous demanderai de nous prouver, le cas échéant, si les investissements sont à la hauteur des enjeux. J'ai le manifeste qui a été produit à l'issue du congrès de Marseille. Au moins 10% des budgets totaux de relance des économies devront aller à la protection et à la restauration de la nature, et les sommes restantes devront ne pas aggraver les dommages existants. C'est ça aussi l'enjeu économique, bien évidemment. Alors, COP15, à quoi ça peut nous servir ? Écoutez, je ne connais pas le process. Mesdemoiselles, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a des lingettes pour désinfecter ? Alors, vous nous les donnez. Et Natacha, ça continue à pas marcher, là. On a un bruit infernal. C'est des fréquences micro. Bon, OK. Allez, je fais le ménage. Non, mais celui-là, il n'avait pas été touché, donc c'est bon. C'est le seul qui marche. Bon, j'enchaîne, sinon, vous savez... Allez-y. Ce que je peux vous évoquer, c'est depuis une vingtaine d'années que je vais aux conférences des partis des Nations Unies. Il y a des moments. Il y a eu un moment, au moment des accords de Paris avec M. Fabius, où j'ai vraiment senti quelque chose qui se passait. De la même manière, à l'IUCN, il y a quelques jours, j'ai senti un moment, c'est-à-dire la rencontre entre le monde politique, le monde des ONG, le monde économique et le monde bancaire. C'est extrêmement significatif, c'est extrêmement intéressant parce que ça surgit et ça veut dire que toutes les forces en présence se rendent compte qu'on est aujourd'hui en plein dans une turbulence mondiale, mais c'est aussi la possibilité d'une pièce à 2 faces. Oui, on a des très grandes opportunités collectivement, mais oui, on a aussi de très grands risques collectivement. Et donc à la fois me prend l'angoisse et la joie. Citez un risque. Le risque, c'est que le monde urbanisé, très déconnecté du monde de la nature, veuille appliquer ces modèles économiques rapides, efficaces, avec des modèles d'efficience qui sont basés sur des KPI et sur des outils de performance, à des choses de la nature qui demandent une autre considération du monde. C'est une question de tempo aussi. Exactement. Le monde de la nature, le monde agricole, le monde de l'océan n'est pas celui des grandes entreprises industrielles de New York, de Hong Kong ou de Paris. Et je pense que ça va être un des sujets de discussion tout à l'heure. Le président de la République ce matin, dans la présentation de France Relance, Horizon 2030, flèche 2 milliards d'euros pour réinventer une agriculture en phase avec la biodiversité. C'est ce qu'il a annoncé ce matin. Alors et vous, la COP15, vue de la fenêtre de Suez
Ouais. Je vais assumer. Moi, je trouve que ce qui est très intéressant, c'est le momentum COP15, COP26. À un moment, le rapport IPBES est sorti et qui montre que le climat ne se fera pas sans l'aide de la biodiversité et que le climat non géré va détruire la biodiversité. Donc il y a quand même une prise de conscience globale. Ces grandes COP, on ne sait pas très bien ce qui en sort, mais aujourd'hui, médiatiquement, c'est quand même des moments de prise de conscience collective de tous les citoyens. Je pense que les citoyens sont des acteurs consommateurs et politiques qui sont extrêmement importants. Donc on va voir, pour la première fois, on est tous au courant qu'il y a une COP 15 diversité. Oui. Biodiversité. Alors qu'avant, on entendait peu parler. Désolé, Maud. Et on va parler de l'artificialisation des sols de la même façon. Voilà, donc on a quand même un momentum et le rapport du PBS avant l'été a quand même posé... Je suis vraiment désolé. J'ai plus de son, si c'est bon. Ah, voilà. Et donc ça veut dire pour les citoyens, ça veut dire pour les entreprises, on y reviendra tout à l'heure, et bien sûr pour les politiques, vous en avez parlé, avec le discours du président, mais il va y avoir d'autres moments. Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'UICN, c'était Marseille, la COP15, c'est en Chine. Pour nous, c'est quand même deux endroits très importants. Oui, mais vous nous parlez de prise de conscience de l'ensemble des acteurs, ok, mais il y a ça comme réalité, et là, il faut aller au-delà de la prise de conscience. Il faut prendre des décisions, et il y a une notion d'urgence dans les prises de décision. Est-ce que vous avez confiance pour que cette COP15, ça va donc se jouer au printemps prochain, hein, prendra les bonnes décisions, les États signataires prendront-ils les bonnes décisions? C'est ça l'enjeu immédiat. On saute la prise de conscience, quoi. Moi, je pense que j'attends pas tout des États. Bien sûr. Je pense que vous avez les États, les citoyens et les entreprises. Et les trois acteurs, aujourd'hui, ont leur rôle à jouer. Donc les États vont prendre des décisions, vont donner du leadership, vont mettre de l'argent sur la table. Ici, je suis plutôt à même de parler des entreprises. Et je pense qu'il y a quand même aussi un momentum. D'accord. Oui, Claude? Pour ma part, je pense qu'on a absolument besoin d'une politique forte internationale et ça ne pourra pas être confié aux entreprises et au monde économique. Donc je crois que il faut que chacun reste à sa place. Alors, ma grande angoisse et ma grande espérance, c'est qu'on puisse retrouver chacun une place, le monde économique pour le moteur qu'il accomplit, mais le monde politique pour le cadre qu'il donne sur un long terme. Alors, la fiscalité pourra changer et des choses comme ça. Oui, moi, on reviendra là-dessus, hein, parce que l'intégration, et c'est une question que je vais vous poser tout de suite à vous, Pierre-Yves Pouliquen, l'intégration de la biodiversité dans vos modèles impacte évidemment votre économie. La question que je veux vous poser, c'est comment votre entreprise a les capacités d'intégrer la biodiversité dans son modèle. Quand je prends le compte d'exploitation du groupe Suez, alors il doit y avoir des milliards de lignes, elle est où la biodiversité? Alors, j'allais dire, nous, on est un modèle particulier. Quelque part, notre métier, historiquement, c'est de préserver la biodiversité. Quand on fait du traitement d'eau, on le fait avec des bactéries, donc on reproduit des modèles qui existent dans la nature. Donc on a cette chance-là d'avoir dans nos valeurs, dans notre ADN, la biodiversité qui est quand même assez présente. Après, il y a 2 ans, notre direction générale a posé 2 grands piliers, le carbone et la biodiversité, pour construire le groupe. Donc on est parti sur cet engagement-là, on l'a mis dans notre raison d'être. Voilà, donc ça veut dire que le cadre a été posé. Et après, on a commencé à décliner ça. On reviendra sur les solutions qu'on propose. Mais dans nos processus, vous ne pouvez pas prendre une décision d'investissement aujourd'hui sans la regarder avec un volet biodiversité, quel impact. Donc vous avez une transformation qui se fait en 90 000. Ça ne marche plus. 90 000 collaborateurs dans un groupe. Donc pour entraîner cette transformation, c'est un long processus. Donc aujourd'hui, le cadre, il est posé, la transformation est en marche. On reviendra peut-être tout à l'heure sur les Act for Nature. C'est les entreprises pour l'environnement. Donc vous avez une centaine d'entreprises en France qui ont utilisé un cadre qui est challengé par des ONG pour prendre des engagements qui sont suivis et chiffrés.
Et ça vous aide à transformer votre boîte D'accord. sur le long terme, étape par étape, en tant que tel. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience des grands industriels aujourd'hui qui ne peuvent pas développer leur modèle économique à côté de la biodiversité. Par contre, à la question de la comptabilité intégrant la biodiversité dans les modèles de comptabilité, on n'y est pas encore. Mais Claude Fromageau a néanmoins des propositions à vous faire. Alors, le manifeste de Marseille, il est téléchargeable, hein, c'est une synthèse que j'ai là, mais il est très pragmatique, hein, puisqu'il propose pour une nature et un futur une série de propositions. Bon, je suppose que vous êtes satisfaits l'un l'autre, vous en tant que membre et vous à la tête du SCN, de la production de ce congrès. C'est quoi votre retour? On va attendre que Madame parle. Voilà, donc après cette page de pub, le retour, là, avec le petit recul que vous avez. Deux peut-être conclusions qui ont été très positives pour nous. Vous l'avez cité tout à l'heure, il y a eu le rapport conjoint juste avant le congrès de Marseille, IPBES, GIEC, qui indiquait en gros par les 50 plus grands spécialistes au monde que les crises étaient liées, que les solutions devaient être communes. Nous, c'est un sujet important qu'on porte au sein de l'UICN depuis une dizaine d'années. Ça n'a pas forcément été facile à faire entendre. Parfois, il y avait des bonnes solutions pour le climat qui étaient néfastes à la biodiversité. Je pense qu'à travers ce congrès, on a réussi à faire passer l'idée que compensation n'est pas forcément la compensation n'est pas forcément une bonne recommandation en matière de biodiversité. On ne peut pas tout compenser, que parfois il faut faire choisir de restaurer plutôt que de déplacer des espaces. Claude l'a dit, c'est compliqué la nature, ça se gère pas facilement. La deuxième chose, c'est qu'avoir réussi à faire porter le débat sur la question financière et la réorientation des investissements vers des solutions positives pour la nature était très important. Dans les COP qui sont importantes, qu'on a en mémoire en matière de biodiversité, il y a celle de Nagoya il y a une dizaine d'années, parce que des solutions financières ont été engagées, et on sait bien que sans outils, sans accompagnement financier, sans coalition de haut niveau, alors on ne fait pas avancer les choses pendant des années. Troisième chose, l'idée c'était vraiment de faire partager à la fois par les États, par les membres, par les acteurs du monde économique. Il y avait un sommet des chefs d'entreprise aussi présents à l'ouverture du congrès de l'UICN. C'est d'avoir un cadre transformateur, efficace et ambitieux pour le cadre Horizon 2030, c'est-à-dire des solutions concrètes et techniques. Et effectivement, les grands engagements ne servent à rien s'ils ne sont pas déclinés par la suite, à la fois dans le monde économique, mais aussi dans le monde des politiques publiques. Lorsque des décisions sont prises par les États, l'idée c'est que derrière, elles engagent des plans d'action nationaux, des plans d'action locaux. On a au cours de ce congrès, par exemple, obtenu que les collectivités locales, qui étaient entrent dans la gouvernance, qui étaient aujourd'hui aujourd'hui des acteurs, mais à côté, entrent dans la gouvernance de l'UICN, parce qu'on est convaincus. Oui, 10 ans de bataille, en fait, par un certain nombre d'acteurs, comme la France, qui considérait, mais nous on le sait en France, que ce sont des solutions, tant celles qu'on a sur notre territoire, mais celles qu'on mène aussi en coopération décentralisée dans les pays du Sud. On sait qu'on a besoin de ces acteurs parce que ce sont ceux qui sont les plus proches de la population qui peuvent convaincre de changer un modèle, et puis aussi parce qu'ils portent des politiques publiques locales qui sont absolument importantes comme indicateurs et comme efficience. Alors, dans le cadre de ce congrès mondial, la France, pays hôte, s'est elle aussi engagée à une série d'actions. J'en cite une, écoutez bien: parvenir à 30% d'aires protégées au niveau national d'ici 2022, protéger fortement 5% des aires maritimes méditerranéennes d'ici 2027. La Méditerranée s'invite pour la première fois à Polytech, soit une augmentation de 25 fois par rapport à aujourd'hui. Vous vous rendez compte la trajectoire ? C'était une annonce forte. Je reviendrai peut-être juste sur les 30%. Les 30% Horizon 2030, celles dont vous entendez parler, le 30 x 30 ou le 30 Horizon 2030. C'est un engagement onusien. Nous, on y sera avant, au plan français. Mais l'idée, justement, c'est de pouvoir travailler avec des acteurs qui sont plus en difficulté, travailler avec des acteurs économiques, des grandes agences comme l'Agence française de développement, pour faire en sorte qu'on puisse protéger partout la planète, et notamment là où les écosystèmes sont les plus fragiles, avec non seulement 30% de protection, mais aussi 10% de protection forte. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de tout labelliser, mais au contraire de se dire que dans certains territoires, il faut encore une protection plus accrue. Alors, la grosse news, c'est effectivement les collectivités locales qui deviennent membres, comme le climat. Maintenant, elles y sont dans la gouvernance de la biodiversité. Et puis ces sujets-là, on y reviendra
avec vous, Claude Fromageau. La biodiversité, les faits tout d'abord. Ce que ça évoque, enfin, ça doit résonner concrètement chez chacun d'entre nous et dans notre quotidien, bien évidemment. Et puis, en regard, les propositions d'action de l'UICN, c'est un superbe film que vous pouvez utiliser, les libres de droit, sur leur site, et je vous propose de le découvrir. J'aurais envie, le micro s'il vous plaît, merci. J'aurais envie de donner la parole, je vous la donnerai tout à l'heure, hein, et vous. Mais je vous poserai aussi une question un peu plus précise. On échangera avec nos trois speakers. Bon, ben voilà les enjeux. Et l'UICN nous dit il y a un truc encore à faire, quoi. Mais il ne faut plus rigoler et il y a une notion d'urgence dans les transformations. Vous nous dites que oui, cette COP15 devrait produire, qu'on a un pays qui a pris des fortes décisions et confirmé ce matin par le président de la République. Les territoires rentrent dans la danse. Alors, question Maud Lelièvre en complément. Que peuvent faire les entreprises le monde économique est un acteur majeur du rapport à la biodiversité. Quels sont les leviers urgents, immédiats à activer? Alors, je ne pense pas que ce soit moi qui soit la mieux placée autour de la table, mais en tout cas, peut-être, moi, je pense que... L'UICN en parle. Voilà, mais je pense que... moi, j'ai rencontré, pour préparer le congrès de l'UICN, beaucoup d'entreprises. On a fait des forums spéciaux sur l'économie. On a discuté avec le MEDEF. On a évidemment travaillé avec des acteurs qui sont membres de l'UICN, comme Entreprises pour l'environnement, qui est une organisation très efficace et qui accompagne les entreprises. Vous l'avez cité tout à l'heure dans Hack for Nature. Je pense que de toute façon, le modèle économique et le monde économique est obligé de bouger. Pour deux raisons, parce qu'on a une grande partie du PIB et de ce qu'on produit et ce qu'on utilise qui dépend directement de la nature. C'est vrai sur notre alimentation, sur ce qu'on porte, la façon dont on se déplace, les conditions dans lesquelles on vit. Et moi, j'ai rencontré plutôt pour préparer cette conférence des gens qui étaient conscientisés, qui savaient que si on ne bougeait pas, leur modèle économique d'entreprise allait s'effondrer à plus ou moins court terme. Évidemment, quand on fait de la pêche industrielle, à plus court terme que lorsqu'on travaille de façon plus lointaine. Je pense que tout le monde est concerné de façon directe. La deuxième chose, c'est qu'il y a un vrai risque pour les entreprises qui resteraient peut-être figées sur des modèles anciens d'il y a 20 ou 30 ans, d'être attaquées demain par les citoyens, par l'opinion publique qui va boycotter au mieux ou peut-être demain attraire un certain nombre d'entreprises, mais comme les États, les collectivités locales, comme les hommes politiques, devant des tribunaux, devant
des organisations internationales pour dire vous n'avez rien fait. Et je pense que c'est un vrai risque, et le risque le plus fort pèse sur le monde économique. On a tous à l'esprit des grandes entreprises qui ne changent pas de modèle, qui ne respectent pas le devoir de vigilance qui existe depuis quelques années en France et pour lequel plusieurs entreprises ont été attaquées parce qu'elles ne mettaient pas en œuvre ce devoir de vigilance et la production de ce rapport annuel dans leurs obligations légales. Donc les choses peuvent bouger, elles peuvent bouger très vite et de façon très négative. Et aujourd'hui, si certains continuent à finalement avoir des chiffres d'affaires, être cotés en bourse, demain leur modèle peut changer de façon très vite. On le voit bien dans l'opinion et on le voit encore plus dans les jeunes générations, ceux qui ont autour de la vingtaine et qui arrivent et qui deviennent des acteurs publics, beaucoup mobilisés sur le climat depuis quelques années, mais aussi beaucoup mobilisés sur les questions de biodiversité. Alors, on va prendre un exemple, un exemple d'un secteur qui vit de nos ressources naturelles, qui est celui de la pêche. Le modèle de la pêche industrielle aujourd'hui, c'est juste plus possible. Qu'est-ce qu'on fait? Comment, en plus, c'est une activité très essaimée, quoi, hein, c'est plein de petits acteurs. Qu'est-ce qu'on fait sur un sujet comme la pêche? Les États doivent-ils prendre des mesures fortes pour la contraindre? Comment vous voyez les choses? Je vais partir du constat. Il y a un mois, on a publié ce qu'on appelle la liste rouge. La liste rouge des espèces menacées, c'est ce que publie régulièrement l'UICN, qui est basé sur des rapports scientifiques. En fait, on compte les espèces, on essaie de déterminer celles qui sont en danger et quel est leur degré en fait de risque de disparition. Voilà, pour simplifier les choses. Et on a publié la liste rouge des requins, des raies et des thons. En évaluant la situation actuelle par rapport à celle d'il y a 20 ans. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les requins étaient menacés à hauteur de 37%. C'est-à-dire qu'on a un vrai risque de disparition d'un certain nombre d'espèces de requins. Pourquoi? À cause de la surpêche. Soit de la pêche industrielle, une forme de surpêche, et notamment dans la zone Asie qui consiste à pêcher les requins, leur couper l'aileron, ce qu'on appelle le finning, et rejeter les requins à la mer qui meurent, effectivement. Pratique de pêche totalement interdite en Europe. Vous devez, lorsque vous pêchez un requin, le ramener au port, c'est pas possible. Et ça évite quand même de rejeter massivement des animaux qui vont mourir. Soit liées à des questions de quotas. Et la bonne nouvelle de l'autre côté, ce sont les thons. Il y a 7 espèces très pêchées de thon, vous les connaissez, c'est ceux qui sont sur les boîtes, l'albacore, etc. Mais il y en a 4 espèces qui vont mieux parce qu'on a mis en place des quotas de pêche. Et ces quotas de pêche ont permis, sur quelques années, à l'espèce de se régénérer. Donc en fait, les quotas de pêche, ça fonctionne. Et ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un travail avec les États, avec les fédérations professionnelles de pêcheurs, avec les scientifiques qui font cette comptabilité. Quand on n'applique pas la surpêche, on voit que la situation va mieux. Voilà, donc 2 exemples, l'un positif et l'autre négatif. Et surtout, il faut éduquer, parce que je pense que dans cette salle, il y en a parmi vous qui mangent du requin, qui ne le savent peut-être pas. Quand vous achetez de la saumonette, lorsque vos enfants mangent du maquereau à la cantine, c'est du requin. Donc est-ce qu'effectivement, on a besoin d'avoir du requin dans son assiette? C'est une vraie question, c'est une question aussi individuelle. Alors, vivement des quotas sur les requins. Vous évoquez aussi la nécessité de l'éducation, de l'information au grand public. Qu'en est-il, qu'en sera-t-il pour les pays du Sud? Les pays du Sud, on s'aperçoit que les pays les moins peuplés sont les plus pollueurs. Donc, quel impact, quelles actions spécifiques menées vis-à-vis de ces populations? Alors, je ne suis pas forcément d'accord avec le constat. Je pense que, par exemple, quand on utilise beaucoup de pesticides, au Sénégal, par exemple, ce n'est pas forcément ni à la demande de la population, ni pour le bénéfice de la population. Quand on plante du coton, qu'on utilise beaucoup d'eau et qu'on utilise beaucoup de pesticides, c'est pour une entreprise internationale qui va d'ailleurs faire produire ce coton, c'est-à-dire planter, récolter. C'est payé à peu près 70 centimes le kilo. Vous imaginez le kilo de coton? Sinon, faites le test chez vous, vous verrez ce que ça représente au producteur local. Donc d'abord, c'est pas parce que c'est fait dans certains pays que ça bénéficie à la population. Deuxième chose, c'est qu'il faut aider et accompagner les populations sur leur transition. Moi, je vous prends un exemple. On a au Comité français un programme dont on est assez fier. C'est le programme Petite Initiative, 16 millions d'euros. 243 organisations, ONG locales
qui sont bénéficiaires. Et en gros, on se dit qu'on met des moyens pour aider à la transformation. Je vous donne un exemple. À Lambaréné, près du fleuve, on avait un endroit où les femmes consommaient beaucoup de la viande de brousse. La viande de brousse, c'est des espèces que vous qualifieriez de sauvages, qui sont dans la forêt d'à côté. Finalement, la population mange ces espèces-là parce qu'elle les a toujours mangées, que c'est la viande qui est à disposition. On a travaillé avec l'association de femmes. Elles ont compris l'intérêt que pouvait avoir cette faune autour d'elles. Elles ont changé le type de nourriture. Elles ont ouvert un restaurant communautaire. Elles ont donné du travail à des femmes qui n'avaient pas de travail. Elles ont créé des bénéfices et elles ont réinjecté ces bénéfices pour l'ensemble de la communauté en créant des systèmes d'accompagnement de santé, d'accompagnement pour les enfants. Donc, exemple positif et qui est passé par l'éducation. Mais pour passer par l'éducation, on ne peut pas juste se dire que, comme vous le disiez si bien, les urbains ne peuvent pas imposer un modèle à l'ensemble de la planète. On ne peut pas, nous, pays du Nord, expliquer à quelqu'un qui est déjà dans des situations de précarité qu'il va falloir qu'il soit vegan et qu'il fasse du vélo, alors que son ambition, c'est peut-être d'arriver à se déplacer pour aller au village d'à côté pour trouver un médecin et nourrir ses enfants. Donc on ne peut pas imposer des modèles, il faut faire des modèles transformateurs sur les terrains, et on peut les faire si on injecte de l'argent, si on fait de l'accompagnement. C'est là où les entreprises aussi peuvent jouer un rôle. Demain, savoir si vraiment on a besoin d'aller faire une mine, d'aller construire une route pour aller accéder à cette mine. Si on décide qu'on va planter du coton et pouvoir produire du coton à bas coût, si vous avez vraiment acheté un t-shirt à 1 euro chez un retailer en Europe, sans vous poser la question des conditions de plantation du produit d'origine et d'exploitation des personnes qui l'ont produit, et en Afrique et en Asie, etc. Voilà. À date, je reviens en France, à date, si on applique toutes les décisions qui ont été prises en matière de ciblage zéro carbone à 2050, les décisions d'investissement qui ont été prises, à quelle date les principaux indicateurs vont s'infléchir, ou plutôt vont repartir à la hausse sur une bonne biodiversité? C'est daté, ça? On peut pas Parce que là, on détruit. Ça dépend des zones, ça dépend des espèces. Ce dont on est sûr, c'est que quand on protège des territoires, quand le conservatoire du littoral rachète des espaces qu'on décide de ne pas construire, oui, on protège ces zones-là. On a, nous, en tout cas, je ne sais pas à quelle date ça s'inverse, mais on a, nous, tous les outils financiers, fiscaux nécessaires en France, plan d'action, pour agir. Après, il faut que ce soit mis en œuvre par l'ensemble des parties prenantes. C'est plus vrai en métropole qu'en outre-mer, c'est compliqué. Quand je disais qu'on ne peut pas avoir un droit universel ou un regard universel, c'est quand même plus compliqué d'aller protéger la biodiversité en Guyane que de le faire en Seine-et-Marne, parce que le contexte n'est pas tout à fait le même, les conditions de vie ne sont pas tout à fait les mêmes, etc. Donc voilà. Ensuite, on ne peut pas regarder ça d'un point de vue français. Il ne s'agirait pas de protéger la biodiversité uniquement en métropole, uniquement en France, uniquement en Corse. On a une vraie responsabilité internationale, et on l'a vu avec la crise du Covid, c'est que ce qui se passe à l'autre bout de la planète, lorsqu'on va dans des zones où les pathogènes ne sont pas distribués par hasard sur la planète, quand on va dans des zones où il y a ces pathogènes, qu'on déplace une espèce, qu'on fait de la déforestation, que les conséquences se retrouvent dans un avion qui transporte des marchandises, c'est toute la planète qui est touchée demain. Claude Fromageau, vous connaissez bien Maud Lelièvre. Dans ses propos, ses credos, ses combats, elle est positive, optimiste, rêveuse. Elle a raison. Elle a raison surtout. Je voudrais dire un point. À Marseille, il y a eu quelque chose de très intéressant. Je pense que c'est la première fois que j'entends autant la congruence entre la question de l'océan, c'est-à-dire l'océan comme énorme masse qui finalement participe fondamentalement non seulement au climat mais à la biodiversité, dans un continuum avec l'estran et la terre, et dans un continuum entre biodiversité, climat et économie. Ça, c'est pour moi un point extrêmement marquant. Par contre, là où il va falloir que nous progressions collectivement, parce que pour moi, il n'y a pas de différence entre la Seine-et-Marne et la Guyane, c'est sur l'état de conscience de nos populations. Oui. Que nous soyons les élites qui n'ont pas du tout été formées à la complexité, que nous soyons les cadres, les techniciens, les ouvriers, les agriculteurs, il y a une conscience des questions de relation entre ce que je fais dans mon activité économique ou personnelle et les questions économiques. Et ça, l'air de rien,
c'est encore quelque chose à craquer. Dans nos grandes entreprises, nous avons beaucoup de gens qui n'arrivent pas à switcher sur des manières de modifier le modèle d'affaires qui soient compatibles avec les jeunes générations et avec des manières de présenter des produits qui soient à la fois créatrices, des manières créatrices de richesse et aussi moins impactantes pour la biodiversité. Ce que je veux rajouter, c'est que la France a une chance. Ce qu'on a pu voir à l'IUCN, et je crois que c'est vraiment vrai de ce que moi je vois au Global Partnership Business et Biodiversité de l'ONU, c'est qu'en France, nous avons un laboratoire d'institutions, d'organisations, ONG ou associatives, de compagnies, entreprises, de territoires, qui sont sur un périmètre suffisamment petit et suffisamment en capacité de parler ensemble pour inventer des nouveaux modèles. Ouais. Et nous pourrons l'évoquer sur les questions économiques. Je pense qu'on a la chance, par exemple en France, d'avoir eu des lois comme la loi Pacte qui ouvrent la question de la société à mission dont on parlera peut-être tout à l'heure. Et c'est vrai que ça avance vite. Aujourd'hui, par exemple, 3 startups sur 4 qui se créent sur des principes d'impact vert et d'économie circulaire. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Et ça se passe sur les territoires. Alors, peut-être que l'erreur qui a été commise, ça a été lorsque ces grands mouvements de prise de conscience du climat ont été lancés il y a quelques années avec les PCAET, etc., on n'y a pas inclus tout de suite la biodiversité. On a sectorisé. Parce qu'en fait, le problème de prise de conscience que vous exprimez là aujourd'hui, c'est une question, c'est un problème qu'on a connu il y a 10-20 ans sur le sujet climat. Oui, parce qu'on a voulu... La rapidité, c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'urbanité, ou un Michelin Air France, ou un Yves Rocher qui veut tout à coup aller très vite. Mais le carbone et le fait d'avoir très rapidement pu identifier le carbone, la tonne, une quantité, un KPI, un coût, un prix, et finalement je le troque et je crée un second marché, c'est pas du tout efficace. Parce que ça ne répond pas à la question de fond qui est comment je modifie mon modèle d'affaires. D'accord. Et en fait, si la chance de la biodiversité, c'est sa complexité. C'est qu'elle n'est pas saisissable comme ça. On ne peut pas lui donner un KPI instantanément. C'est plus complexe. Et c'est une chance, parce qu'en fait, il va falloir plus profondément, chacun là, et moi aussi, qu'on change la manière dont, dans l'entreprise, on imagine un produit cosmétique, un textile. Alors, ça, c'est horriblement exigeant sur le plan des équipes. Et puis vous devez renverser la table et tout transformer, le produit, la chaîne d'appro, la relation au client, vos prix, tout, et tout en même temps. Je vous cite. Vous dites, c'est COP15, c'est le congrès de Marseille, présente de grandes chances et de grands risques avec l'intrusion massive des banques et des entreprises dans le management de la nature. Alors, grande chance, grand risque, comment vous les évaluez? On va financiariser la biodiversité? Vous en avez peur? Oui, vraiment. Oui. Je pense que si on a, et les modèles français comme le modèle CARE, le modèle CEMA, même la CDC Biodiversité, sont sur des modèles de soutenabilité forte. C'est-à-dire qu'on va vers non pas un prix donné à la nature, mais mettre la nature comme un passif, comme si c'était un acteur qu'il fallait rétribuer pratiquement avec des dividendes. À ce moment-là, vous ne donnez pas un prix à la nature, vous ne la troquez pas. Vous ne la mettez pas dans votre compte de gestion, d'accord, mais vous la mettez comme quelque chose qui est un supra, qui est oui. Un donné. Et à ce moment-là, vous pouvez changer votre manière de penser économique, gestionnaire, de manière beaucoup plus forte, puissante, profonde et sur le long terme. Si vous donnez juste un prix au carbone, vous risquez de créer un second marché bancaire qui, lui, ne va faire que profiter à ceux qui seront les plus astucieux. Ne faisons pas ce qu'on a fait avec le carbone. Exactement. Pour ça, sur la biodiversité. La loi Pacte avec la société à mission, par exemple, ou le fait d'intégrer dans les modèles de gestion des entreprises les données extra-financières, ce que la loi aujourd'hui commence à faire, ça va être de nature à avoir des nouvelles façons d'aborder, non pas sous le lampadaire de l'économie du dollar et de l'euro, mais sous les différents lampadaires que sont le paysage de l'entreprise. Ça va permettre d'aborder l'entreprise sous un jour un tout petit peu différent. Et on va se réempaysager. Vous êtes d'accord, madame, monsieur, avec ce point de vue? Je pense qu'il faut faire attention effectivement à ce que les groupes de travail qui s'appellent TCFN et SBTN, donc qui sont le parallèle de ce qu'on a vu sur le carbone, donc les grands engagements sur le carbone, SBTI, Science Based Target Initiative,
et puis son corollaire sur les normalisations américaines. Sur la partie biodiversité, ça va être très compliqué et les financiers ont parfois du mal à piloter des indicateurs trop complexes. Ils ont besoin pour leur économique des choses simples. Ils l'ont fait sur le carbone, il faut voir ce que ça donne. Moi, je trouve que les engagements 1.5, quand ils sont bien pilotés, c'est quand même une dynamique de transformation extrêmement forte, surtout si on est très clair, et SBTI est très clair sur le carbone, la compensation ne rentre pas dans les plans d'action. Pour la nature, je reste un petit peu circonspect parce que le fait qu'on parle de choses locales, alors que le carbone est global, ça va être très compliqué à modéliser. Et je rejoins ce qui a été dit, pour moi c'est une chance. Voilà, alors la question c'est comment vous, entreprise, qui avez un certain nombre d'initiatives vertueuses, vous en faites quelque chose de communicable à des tiers qui ont besoin de voir si c'est quelque chose de systémique. Voilà, parce que la somme des exemples, n'est pas un système. Ouais. Et donc, en fait, voilà, et on est là-dedans, c'est-à-dire que les grandes entreprises, on parlait d'Act for Nature, donc la dynamique entreprise pour l'environnement, ont pris des engagements, prennent d'initiatives, proposent des solutions. Nous, tout à l'heure, je regardais le film de l'USN, on parle des wetlands, donc des zones humides. Nous, on a labellisé la zone libellule, c'est-à-dire qu'on fait un traitement tertiaire des eaux usées sur des hectares où c'est la nature qui va reprendre les droits de traitement d'eau. Donc on a fait en Chine des choses extraordinaires là-dessus. On peut avoir aussi des exemples de solutions fondées sur la nature. Donc on a un exemple qu'on aime bien en Martinique. Plutôt que de faire une digue en béton pour protéger un port des conséquences du réchauffement climatique, de la montée des eaux, vous allez planter des pieux pour développer une mangrove et ça va être un double effet. C'est-à-dire que vous n'allez pas utiliser du carbone pour faire du ciment et mettre des pierres. Vous allez développer une mangrove et qui va devenir un nid à biodiversité et qui en même temps fera son effet de protection côtier en tant que tel. Donc ça implique de repenser un certain nombre de choses. Ça implique que... Et ça vous coûte plus cher, ça ? Non, ça ne coûte pas plus cher. Ça implique que les collectivités, enfin, aux clients, les clients se posent des questions différemment. Et à un moment, ça rejoint la volonté politique et le cadre réglementaire. Ça pose la question de dire, moi, client, que ce soit un client industriel qui repense sa chaîne de valeur ou que moi, client collectivité, j'ai des travaux d'infrastructure, je repense ce que j'ai à faire pour mettre la biodiversité dans mes critères d'évaluation et en tant que tel. Et nous, c'est ce qu'on promeut comme solution. L'État commence à donner un cadre qui permet aux collectivités d'avancer. Est-ce suffisant ou pas ? Je ne sais pas. Ben non, c'est mais pas on est au début de l'histoire. Seuls 2% des volumes financiers consacrés au climat sont aujourd'hui pro-biodiversité. Mais ça ne sera pas que des volumes qui sont dédiés au climat. Il faut que les infrastructures, quelles que soient, intègrent la biodiversité. Parce que là, on parle de 2%, de 10% de projets pour la biodiversité. D'accord. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à la mettre au cœur même du système des chaînes de valeur. Madame, votre commentaire sur le point de vue défendu par Monsieur Fromageau. Sur la valeur de la nature, c'est quelque chose sur lequel se penchent les spécialistes depuis au moins une vingtaine d'années. C'est excessivement difficile. Il y a des espèces, à la limite, pour lesquelles on peut le faire. On peut se dire qu'un éléphant dans un parc avec du tourisme de haut niveau, ça a une certaine valeur. Et puis, si on le met en équivalent défense d'éléphant ivoire, on peut faire, alors aujourd'hui, si on faisait cette évaluation, l'éléphant vivant aurait une valeur supérieure à celle du kilo d'ivoire. Mais à la situation actuelle, on peut imaginer demain dans une pénurie que finalement, le kilo d'ivoire vaut plus et finalement, il faut peut-être mieux abattre l'éléphant pour avoir un kilo d'ivoire. Et encore, l'éléphant, ça va. Mais si moi, je vous parle du hamster doré d'Alsace, une sorte de rongeur qui ne plaît pas du tout aux agriculteurs, est-ce qu'il vaut mieux faire de l'agriculture intensive, couper les zones de vie de cette espèce, ou est-ce qu'il vaut mieux protéger le hamster ? Donc tout ça est difficile parce que quelle espèce, quelle plante ont de la valeur aujourd'hui, ont de la valeur demain.
Comment on intègre, par exemple, le confort, le bien-être, ce qui est évalué aujourd'hui. Si on avait un PIB fondé sur la nature, les gens les plus heureux et les plus riches au monde vivraient au Costa Rica. C'est pas forcément, c'est un pays riche, mais c'est pas forcément le cas aujourd'hui. Est-ce que, on l'a vu pendant la crise du Covid, les gens qui étaient séparés de la nature, qui étaient loin, finalement n'étaient pas heureux, finissaient par être dépressifs. Il y avait cette idée qu'il fallait retourner vers la nature. Donc aujourd'hui, on n'a pas les modèles économiques qui permettent de l'évaluer. Et si demain on les avait, est-ce qu'on prendrait vraiment les bonnes solutions et pas juste des solutions d'angle économique? Est-ce qu'on ne se couperait pas, mais c'est sans doute Claude qui le sait mieux que moi, est-ce qu'on ne se couperait pas de solutions demain en matière de pharmacopée, en matière de cosmétiques qu'on ne connaît pas, mais de plantes qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas recensées, dont on pourra avoir besoin demain? C'est ce qu'il nous disait tout à l'heure avec ces belles photos. Quelle complexité autour de la biodiversité. Encore une question, Claude Fromageau, vous pouvez répondre aussi les autres. Tout à l'heure, vous nous avez dit, ces transformations, il faut avoir de la longueur de vue, de la hauteur et de la longueur de vue. On n'a pas su, c'est un constat, anticiper les besoins de nouveaux talents pour relever tous ces défis que vous décrivez. Là, j'entends que vous faites de la R&D, d'innovation là, sur vos nouveaux... les digues avec les pieux et tout ça. Alors, est-ce que vous êtes confiant sur nos capacités à rattraper le temps perdu pour amener de la bonne compétence, du bon savoir-faire et du bon savoir-être pour relever ces défis avec les acteurs économiques notamment? Je vais pas répondre à votre question. Ce qui est certain, non. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un mouvement. Il y a un mouvement, on en parle de plus en plus, les jeunes générations sont de plus en plus sensibles. Ce qu'il reste à faire, voilà, et donc je n'ai pas la réponse à votre question, ce qui reste à faire aujourd'hui, et je promeus l'association Biogé conduite par Marc-André Sellos, c'est que je pense qu'il est indispensable qu'au collège, au lycée et dans les bonnes écoles de gestion et les autres aussi, il y ait des formations à la complexité, à Edgar Morin, si ça vous dit. Donc des formations à la complexité, aux sciences de la vie et de la terre qui permettent à nos jeunes générations, c'est-à-dire nous, on est tous la même génération, à nos jeunes générations de mieux appréhender ces questions et la prise en compte dans un choix, quel que soit le métier qu'on ait, informatique, industrie, marketing, quelle que soit notre position, qu'on intègre des manières de faire qui puissent être novatrices. En fait, il est toujours possible, et vous l'avez évoqué avec vos pieux, finalement de penser autrement et de faire moins cher, plus performant, oui, et plus utile pour la nature. Mais encore faut-il avoir la capacité mentale de le penser. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nos formations, en plus issues de Descartes en France, sont quand même encore très basées sur la rationalité, sur les mathématiques, sur une sélection des élites qui n'est pas la science naturelle. Je pense que ça, c'est encore un grand combat à mener auprès de nos ministères. D'accord. S'il y a des enseignants, des représentants du corps enseignant, vous pourrez prendre la parole sur ce sujet. Enfin, c'est une des mères des batailles. Et je vous invite à revenir rejoindre Biogé, une association qui se bat avec toutes les grandes écoles, la Sorbonne et autres là-dessus. Très bien. Alors, Pierre-Yves Fouliquin, il nous a amené 2 super photos de son album. On va les découvrir et vous allez nous les commenter. Là, vous avez la fameuse mangrove. Ah, c'est celle-là. Voilà, donc vous voyez bien que au lieu de construire une grande digue en béton pour protéger ce port des ouragans et de l'élévation du niveau de la mer, vous repensez le système différemment et c'est gagnant-gagnant parce que vous allez planter des pieux qui vont prolonger la mangrove, qui naturellement se mettre en place. Vous allez avoir toute la biodiversité qui va se mettre là. Et moi, je trouve que c'est un superbe exemple de ce qu'on peut faire. Voilà, donc repenser différemment les solutions en intégrant, je dirais, les technologies. Et pour rebondir à votre question précédente, je pense qu'on a la chance d'avoir en France énormément de compétences dans nos écoles d'ingénieurs. Il y a une sensibilité, il y a un terreau qui est très favorable, que nous, on utilise à l'international, les grands groupes en tant que tel. Donc, il faut continuer à le développer. Il faut que l'acteur citoyen, c'est ce que disait mon collègue, l'acteur citoyen, oui, lui, il faut qu'il pense sa décision d'achat et toutes les décisions qu'on prend différemment. Mais l'expertise, on en a. Ça, c'est facile à vendre aux clients. Je ne sais pas si c'est le port, si c'est la ville. Là, ça va dépendre à quelle vitesse l'élu, la collectivité, les agents territoriaux vont intégrer dans leurs décisions cette question-là. D'accord. Et ça, si vous voulez,
partie. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait des gestes politiques. On parlait de la COP 15 en introduction. Il y a un cadre fixé par le gouvernement. Il y a un débat politique qui s'installe en vue des élections présidentielles. Il y a eu le même débat au vu des municipales. Donc petit à petit, tout ça évolue. À quelle vitesse ça va aller? Ça va forcément pas assez vite. Mais aujourd'hui, si le cadre même des marchés publics a évolué là depuis quelques années, c'est pour permettre aussi des... Alors, vous irez sur le stand de l'Office français de la biodiversité. Il y a quelques plaquettes intéressantes avec des modes d'emploi sur la mobilisation citoyenne, sur comment créer territorialement la biodiversité n'est pas délocalisable, une ambition collective et partagée, mais ça vaut pour un quartier, pour une ville, pour une entreprise, pour une asso. Et puis, et on va rester là-dessus, faire de la biodiversité un atout pour son entreprise. Votre deuxième photo, j'adore. Deuxième photo, vous avez un traitement tertiaire. Donc là, en fait, c'est une usine de traitement d'eau qui est revisitée en tant que telle. Donc vous voyez qu'en fait, il y a un effet vertueux à créer des espaces parce qu'il peut avoir un effet caché qui est traiter l'eau et toute la biodiversité qui revient. Il y a un point, c'est... Moi, j'ai résolu des points noirs de biodiversité au Liban. Il y avait une décharge sauvage qui était versée dans la mer. La biodiversité était morte. Pareil au Qatar, où ils avaient déversé pendant 20 ans des eaux usées. Une fois que vous avez traité ça, ce qui est magique, c'est voir comment la biodiversité, que ce soit la mer ou au Qatar, on avait 70 espèces, les flamants roses qui reviennent. Donc, en fait, c'est une chance quand même. C'est de se dire que si à un moment, on prend le sujet, on a les technologies... Ouais. Et on revoit sur un temps de 2-3 ans la nature reprendre ses droits et c'est extrêmement encourageant et c'est politiquement extrêmement vendeur. Hein. Nous, au Qatar, on leur met ça pour la Coupe du Monde et ainsi de suite. Et à l'inverse, quand on voit qu'un orage à Marseille emmène toute la pollution de Marseille dans la baie de Marseille, les plastiques et autres, c'est extrêmement désespérant. Parce que tout le travail qui a été fait pour protéger cette baie, il y a un tiers de la baie qui est quand même une zone naturelle protégée, ce genre de choses, et on voit qu'un orage va simplement mettre des tonnes de plastique en mer, c'est un peu déprimant aussi. C'est vrai ce que vous dites, quand on agit, la nature revient vite. Quand on dépollue un terrain, qu'on le réensemence, en moins de 7 ans, il est complètement transformé. Alors, votre patron, nouveau patron, Monsieur Camus, lui, il arrive à la tête de Suez, il dit on va se transformer. Enfin bon, toutes les boîtes disent qu'elles vont se transformer, hein, mais il dit on va se transformer avec deux biais, enfin deux piliers, la décarbonation et la biodiversité. Alors, expliquez-nous vraiment pragmatiquement comment un grand groupe mondial comme le vôtre prend aujourd'hui des décisions nature. Alors, nous, d'abord, ce qui est important, c'est que le cadre soit posé dès le début par un directeur général qui dit, voilà, toutes mes grandes décisions, je vais les axer autour de 2 grandes questions. Le carbone, ce n'était pas vraiment une surprise. La biodiversité, c'est peut-être un peu plus novateur il y a 2 ans. Et dire, je vais construire ma stratégie autour de ça. Je vais promouvoir les solutions basées sur la nature, on vient d'en parler. Je vais renouveler mes engagements auprès de Act for Nature, auprès de l'OPE. Donc, je vais faire en sorte que, à travers 11 engagements autour de la biodiversité, je vais engager l'ensemble de mes collaborateurs, et à commencer par mes 4 dirigeants. Je vais faire en sorte que mes décisions d'investissement soient toutes analysées en termes d'impact sur la biodiversité. Je vais pousser un certain nombre de solutions en termes d'innovation, on en parlait, mais aussi en termes d'offres. C'est-à-dire que, quelque part, quand je vais m'adresser à une collectivité locale, je vais lui parler de ça. Collectivité locale, comment vous prenez ce problème-là? C'est-à-dire que moi, quand je m'occupais auparavant de l'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Inde, effectivement, c'est discuter avec les grands élus et leur dire, bon, il y a cette question-là, c'est un plus pour votre territoire. Et donc, nous, on a quand même un rôle en tant qu'acteurs, comme Yves Rocher, enfin, tous ces acteurs dans leur domaine, on est là aussi pour éduquer nos clients. Il y a le côté nudge, là, comme ils disent en marketing. C'est-à-dire qu'on est là aussi pour expliquer aux clients, et qui va y retrouver un intérêt politique, un intérêt de consommateur, parce que la qualité lui est là, sa conscience va évoluer, et petit à petit l'accompagner là-dessus. Et lui dire, bien sûr, on a un portefeuille d'offres
qui répond à ça. Donc on a ce rôle-là, et en fait le rôle du dirigeant, c'est de dire, bon, je vais transformer mon entreprise autour de ça. Et ça va se faire dans le temps. C'est-à-dire qu'on n'a pas à arrêter du jour au lendemain tout notre portefeuille historique, mais on plante des graines sur des nouveaux métiers qui, demain, seront les métiers au cœur de métier. Ça deviendra même chose. Moi, j'ai besoin de repères calendaires. Une boîte fait des business plans, etc. Ça sera un modèle dominant à quelle échéance? Alors, décarbonation, vous avez des jalons par la loi. Mais... Monsieur Macron a repris la date de 2030. Qui est celle du programme de transformation de Suez. Non, mais en fait, je rigole, mais il faut une décennie. C'est une décennie. On transforme le truc. Ouais, c'est rassurant ce que vous nous dites. C'est rassurant. Une décennie, on peut transformer le modèle. Très vite, une dernière question, et je donne la parole à la salle. Comment on vend ça à la communauté des 90 000 collaborateurs? Parce que eux, ils ont vécu, je ne sais pas depuis combien d'années, vie Suez, mais sur des modèles linéaires, sur des décennies. Et là, en moins de 10 ans, on dit, allez, on arrête tout, on change tout. On a des outils. D'abord, vous changez les cadres, voilà, vous motivez les cadres dirigeants. Le sujet se manage. Voilà. Et deux, il y a des outils. Nous, on a utilisé la fresque du climat. Mais et vous avez la fresque de la biodiversité. Elle existe. Elle existe. Vous avez la fresque de l'économie circulaire. Donc, en fonction de la manière dont vous voulez travailler avec vos collaborateurs sur des thématiques, parce que, comme c'était dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait une conscience de la nécessité de changer. Et que au-delà de ce que les gens écoutent ou lisent en tant que tel, ces outils-là, qui sont des outils pédagogiques, qui sont des bons moments, je faisais le point hier avec mes collègues chinois qui l'ont vraiment déployé post-Covid, c'est un super moment. Parce que ça vous permet de comprendre ce qui se passe, vous permet d'en parler, et bien sûr, ça permet de faire le lien avec la transformation de l'entreprise que vous voulez amener. Et il y a un jeu sur la fresque de la biodiversité, il y a la fresque du climat dont beaucoup de personnes ont entendu parler. Ça, on connaît, et nous, on avait pris l'engagement de déployer la fresque du climat sur l'ensemble de nos collaborateurs. Et comme on le disait tout à l'heure, climat et biodiversité, océan, tout ça, même combat. Je vous ai lu, j'ai repris... C'est vous qui avez dit ça, les grands groupes en tant que donneurs d'ordre en cascade. Ça, c'est la logique. En fait, les grands groupes ont la responsabilité d'embarquer leurs sous-traitants. Bien sûr. Et ça, c'est vrai pour le carbone et ça sera vrai pour la biodiversité demain. Bien sûr. On leur donne la parole et on fait la synthèse. Il nous reste une dizaine de minutes. J'ai envie de vous demander... Ah, vous avez un micro, très bien. J'ai envie de vous demander, vous, après ce que vous venez d'entendre et ce que vous savez, vous ne découvrez pas la planète biodiversité là, en moins d'une heure ici, est-ce que vous pensez qu'on en viendra à un bout de ce sujet? Lui, il dit, dans 10 ans, j'ai transformé mon sujet. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, qui veut prendre la parole? Qui veut réagir? Poser une question, un témoignage? Monsieur, vous vous présentez, puis vous y allez? Alors, donc, je suis Mathieu Delaby et je suis de l'Office français de la biodiversité. Très bien. Donc, venez sur J'ai fait votre promo là. Mais dans quelques minutes, parce que je suis avec vous en ce moment. J'aurais aimé qu'on regarde une photo qui était sur le PowerPoint, celle où on voyait la zone humide avec les aigrettes Garzette. Je ne sais pas si on peut revenir en arrière sur le PowerPoint. Donc là, c'est intéressant parce que vous avez une mise en scène de deux éléments indispensables de la biodiversité. Vous avez un habitat qui est une zone humide, qui a été vendu comme un outil d'épuration de l'eau, puisqu'on est sur un complexe lagunaire. Et vous avez sur cet habitat une espèce qui est une aigrette Garzette, qui, elle, est un oiseau migrateur. Donc moi, j'ai juste vous donner un exemple. Les zones humides sont présentes sur les voies de migration. Plus il y a de voies de migration, plus on organise une répartition, la nature organise une répartition des oiseaux migrateurs sur la planète. Plus il y a d'espèces variées qui fréquentent des voies de migration variées, plus l'homme bénéficie d'un service écosystémique qui évite qu'on concentre en un point un virus aviaire qui peut passer à l'homme et créer une pandémie. Ça, c'est impossible d'évaluer ça. C'est impossible pour Suez d'évaluer ce rôle du service écosystémique. Et si on dissocie les habitats et les espèces, on passe à côté d'un vrai sujet. Protéger les aigrettes Garzette, c'est protéger les zones humides, mais ça sert à toutes les espèces migratrices qui traversent la planète et qui répartissent les virus afin que l'homme ne soit pas atteint. C'est spatialement, temporellement impossible à mesurer. Il n'y aura jamais de Key Performance Indicators pour vous dire à quel moment la zone humide a permis de produire ce service écosystémique. Donc il y a une part d'inconnu dans l'évaluation de la biodiversité et il faut renoncer à vouloir la mesurer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qu'on perd en biodiversité a une incidence. Tout ce qu'on perd, on ne le récupère pas. Et aujourd'hui, ce n'est absolument pas intégré dans les comptes et dans les performances d'une entreprise. Donc toute érosion de biodiversité, c'est une perte, un coût,
pour quelqu'un, pour une structure, pour une nation, mais on le perd. Ça, c'était le premier sujet que je voulais aborder avec vous. D'accord. Rapidement pour le deuxième. L'autre sujet sur la comptabilité et la finance. Aujourd'hui, la finance intègre dans les comptes de l'entreprise les pertes et les profits qu'on mesure. Hein. Il n'y a pas de capital qui représente la biodiversité. Donc, ce que Claude essayait de nous expliquer, c'est que demain, dans les modèles financiers futurs, il faudra bien réinjecter de l'argent dans la nature, puisqu'on est en train de perdre, entre guillemets, le patrimoine dont on dépend tous, qui s'appelle la biodiversité. Les moyens de le faire ne vont pas être dans l'évaluation de ce que vaut la nature, ça va être dans les coûts de restauration. L'idée, c'est que chaque entreprise prenne une part des financements de restauration, les fameux milliards qui étaient affichés dans les slides au préalable, et que c'est grâce à la mobilisation des ressources dégagées par les activités économiques qu'on parvienne à atteindre ces montants qui vont permettre de recréer les équilibres financiers et de restaurer les milieux naturels. Vous êtes d'accord avec ça? Et enfin, le dernier message, c'est qu'il n'y a pas Monsieur mieux... Pouiquin, vous réagirez. Hein. Juste, il n'y a pas mieux que les infrastructures naturelles pour nous aider dans les combats d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les zones humides sont les meilleurs capteurs de carbone. Aujourd'hui, les infrastructures naturelles sont les meilleurs remparts. Une prairie humide qui absorbe 300 litres d'eau au mètre carré, c'est la meilleure zone d'expansion de crue. Et donc, plus on altère ces milieux humides, plus on altère les ressources naturelles, la biodiversité, plus on crée le déséquilibre dans lequel on est entraîné aujourd'hui. Donc, CQFD. Stopper l'érosion, réinjecter l'argent de l'économie dans la restauration des milieux naturels et intégrer le capital naturel dans les entreprises et penser la biodiversité à la fois sur les habitats et les espèces à des échelles spatiales et temporelles qui sont non mesurables. Dans une réponse à un appel d'offres, pragmatiquement, est-ce que vous prenez en compte la donne restauration? Là, il vient de bien expliquer les choses. Et l'autre question, dans votre économie, est-ce que vous mesurez les immatériels Non. Alors, biodiversité? La réponse à la deuxième question, c'est non, on n'intègre pas un coût de la nature parce qu'on ne sait pas le calculer non plus. On mesure si nos actions, si nos investissements ont un impact bénéfique. Mais on ne va pas mettre un coût négatif parce qu'on ne sait pas l'évaluer en tant que tel. Et on parlait le fait de mettre un prix du carbone négatif, c'est à la fois un avantage parce que ça permet une prise de conscience. Il faut faire attention à ce qu'on met comme prix du carbone et quel biais ça peut induire dans les décisions. Donc sur la nature, on n'en est pas là du tout. Oui, sur la restauration, moi ça me va bien parce que quelque part c'est mon métier de proposer des solutions pour restaurer le capital naturel. Donc je dirais plus il y aura d'argent consacré à ça, plus ça fera de marché pour des groupes comme Suez ou comme Veolia. Oui, parce qu'en France on a la chance d'avoir cette expertise-là et de l'avoir vendue et d'avoir à l'OFB et d'autres personnes qui nous aident à la structurer. Donc oui, il va falloir qu'on progresse là-dessus. Et je suis entièrement d'accord sur la prise de conscience de tous les effets bénéfiques systémiques autour de ça, le carbone, la biodiversité et les solutions en tant que telles. Donc oui, ça c'est sûr. Monsieur Fromageau, Madame Lelièvre, vous avez un commentaire là-dessus? Et après on donne la parole à quelqu'un d'autre. D'abord merci, c'était très clair. Ah oui, il a fait la synthèse. À titre beaucoup plus petit, quand vous avez des patrons de sites, une usine, un bâtiment tout petit, etc., si vous donnez l'information qu'on va considérer les questions d'artificialisation du sol ou pas, vous avez des ciels qui s'ouvrent et des patrons qui sont ravis de remettre un parking qui était bétonné en nid d'abeilles avec donc une perméation de l'eau avec de nouveau de l'herbe. En fait, vous vous apercevez qu'en donnant l'idée à des gens qui n'ont jamais été formés à ça, il y a des choses qui sont possibles et qui recouvrent un tout petit peu, pas forcément beaucoup, mais qui recouvrent un petit peu la naturalité des sites. Donc en fait, il n'y a pas de petites actions. Et on en parlait tout à l'heure, la manière d'embarquer des entreprises et des grands collectifs, c'est de permettre à chacun, là où il est, d'ouvrir ses chakras sur des possibilités de réintroduire la biodiversité dans son activité. D'accord. Madame Lelièvre, ça va? Une autre question, une intervention, une remarque? Monsieur? Bonjour. Eric Davy, société Armeriam, petit bureau d'études en aménagement du territoire. D'accord. Nous, on s'est réunis à 5 entrepreneurs. Je vous partage une expérience pour répondre à la difficulté qu'une PME ou une TPE a
pour modifier son business model. On s'est dit, c'est compliqué, donc on va travailler sur la contribution et non pas la compensation. On est en train de monter un fonds de dotation pour la biodiversité qui vise à réunir des terrains et de l'argent, donc la contribution financière d'entreprise, avec l'idée de créer un maillage de micro-réserves, 3-10 hectares sur le territoire, avec un système à la fois juridique pour le protéger dans la durée de manière assez longue, et puis de consensus pour ne pas être dans l'opposition de parties prenantes autour des usages de ce territoire. J'aurais été intéressé d'avoir le retour de scientifiques ou de chefs d'entreprise sur cette notion de micro-maillage, micro-réserve, en complément des objectifs de 30% d'air protégé par l'État. Mais voilà, c'est un moyen aussi d'embarquer, d'impliquer les citoyens entrepreneurs et voilà. Quand vous parliez des jardins, ça c'est une étape, mais on a tous hérité de notre grand-mère ou de 3 hectares par-ci par-là dont on ne sait que faire. Ouais. Vous avez de la chance. Pas moi. Ce que je peux évoquer, c'est évidemment, ça me fait penser à l'ASPAS, Association de protection des animaux sauvages, avec les questions de forêt en libre évolution. Il y a un certain nombre de débats là-dessus, scientifiques, que vous pourriez peut-être mieux évoquer que moi, en particulier sur la taille de ces espaces-là. Il semblerait que si les forêts sont trop petites, c'est pas forcément une idée géniale, mais après ça, tout ça, ça se discute. Il y a aussi la question de la trame verte, trame bleue et aussi trame grise la nuit. Donc vous êtes en fait là-dedans. Donc moi, je vous encourage énormément et je trouve ça génial. Nous, on a l'expérience, par exemple, de la plantation de haies en France. Et en fait, le linéaire de haies, la haie, c'est une forêt, c'est une forêt linéaire. Et en fait, je peux témoigner qu'en France, mais c'est pareil aussi à l'étranger, mais en France, on plante à peu près, pas mal, 600 000 arbres par an. Et donc 600 km, et on s'aperçoit que très rapidement, comme vous l'avez évoqué, il y a un recouvrement naturel des espèces d'insectes, et ça va très très vite. Donc en fait, je vous encouragerais à expérimenter ce genre de choses, tout en ayant peut-être un appui scientifique, parce qu'en effet, c'est pas complètement trivial quand même. Est-ce que vous avez toutes les facilités pour mener à bien votre projet localement, fiscal, d'accompagnement, de prise de décision, ou est-ce qu'il y a des freins? Bon, on démarre, donc l'aventure le dira, mais pour l'instant, on avait un objectif qui était l'efficience. On est chef d'entreprise, donc on n'est pas sur des KPI, enfin un seul, le nombre d'hectares rendu à la nature, entre guillemets, mais les euros investis doivent servir la cause. Donc l'efficience passe par la fiducie environnementale, en fait, un système juridique assez simple pour mettre ça en œuvre. D'accord. Donc c'est juste une question de bonne volonté entre acteurs et a priori, ça ira. Maud Lelièvre et le congrès de l'UICN dit, et c'est d'ailleurs le premier chapitre de votre manifeste, respecter et tirer parti des perspectives et des capacités d'agir de tous les citoyens et les citoyens entrepreneurs, et tout spécialement des jeunes. Alors, il y a un rappel, les jeunes, c'est les 15-24 ans, sympa. Est-ce qu'il y a des moins de 24 ans dans la salle? Allez, donnez-leur le micro aux moins de 24 ans. On est tous jeunes, vous embêtez pas. Vous depuis plus longtemps qu'elle, mais voilà. Alors, racontez-nous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que vous pouvez juste préciser un peu le contexte dans lequel vous voulez qu'on s'exprime? Alors, excusez-moi, on ne vous entend pas bien. Enfin, c'est pour me rapprocher, je vous entendrai mieux d'ailleurs, mais allez-y. Qu'est-ce que vous attendez de vous? Ouais, que je réponde à... Vous êtes là déjà, c'est que le sujet vous intéresse. Tout à fait. Moi, j'ai entendu des choses rassurantes et des vrais défis en jeu, exprimés par nos intervenants. Vous, comment vous voyez les choses? Parce que c'est vous qui serez à la manœuvre pour réparer la nature dans les décennies à venir. Alors, comment vous voyez les choses? Alors déjà, moi, je travaille chez Steph, qui est chez Steph, ouais. qui est une entreprise de transport et logistique. D'accord. Pour la biodiversité, justement. Donc, c'est un gros sujet, un gros chapitre. Qu'est-ce que j'attends, moi, de mon entreprise et des autres entreprises en général? C'est vraiment de prendre la biodiversité en compte. Pas simplement de me demander, oui, mais qu'est-ce que ça va me rapporter économiquement parlant? Parce que pour aujourd'hui, c'est les barrières que j'ai, c'est ok, je veux bien mettre en place quelque chose, mais qu'est-ce que ça va me rapporter? Je ne sais pas leur répondre aujourd'hui. En termes économiques, qu'est-ce que va me rapporter la biodiversité? En termes paysagers, en termes environnementaux, ils sont très forts en CO2, mais biodiversitairement parlant, qu'est-ce que ça va m'apporter? Donc, moi, j'attends aussi qu'on puisse me donner des clés pour convaincre
les chefs, les grands chefs, sur comment mettre en place la biodiversité dans mon entreprise. Moi, c'est une grosse entreprise, mais c'est valable pour n'importe quelle entreprise. Oui. Voilà, quelles sont les clés? Et on parle beaucoup de l'UICN avec les océans, etc. Moi, je ne suis pas du tout qualifiée pour ce genre de questions. Moi, c'est les entreprises. Et qu'est-ce que je peux mettre en place pour l'entreprise? Alors, ce que vous m'avez apporté avec vos informations pour Suez, c'est très fort et je m'appuierai dessus. Maintenant, voilà, j'attends beaucoup de ça pour les entreprises. Alors, vous irez, je vais vous faire un cadeau déjà, mais vous irez sur engagé-pour-la-nature.biodiversité-tous-vivants.fr/entreprise, faire de la biodiversité un atout pour l'entreprise, c'est cadeau. Mais c'est une question fondamentale qu'elle pose là, Maude. Je pense que quand on travaille dans une entreprise, la première étape peut-être, c'est de faire l'analyse, alors pas forcément tout seul, en faisant appel à des experts, selon le domaine dans lequel on travaille, mais en faisant peut-être le bilan de ses activités et en voyant en quoi son activité peut avoir des effets négatifs sur l'environnement. Moi, je n'opposerai pas biodiversité à climat, mais faire peut-être déjà l'analyse de sa propre entreprise. C'est la première étape, et après, on peut définir des leviers d'action. On ne peut pas demander à la biodiversité d'apporter de la rentabilité à l'entreprise. En revanche, on peut regarder et interroger son modèle de production, d'usage. Première étape, c'est ce qu'on fait nous quand on a des échanges avec des grandes entreprises, des entreprises de taille un peu moins grande. Faites d'abord votre analyse. Et ensuite, voyez si, en tant qu'entreprise, vous avez envie d'être une entreprise modèle, une entreprise citoyenne, et vous avez envie d'agir sur ces causes. Je pense que c'est déjà une première étape. Ça ne veut pas dire prendre des décisions, ça ne veut pas dire tout de suite dépenser beaucoup d'argent, mais ça veut dire s'interroger sur ce qu'on fait. On doit conclure, donc 30 secondes et le mot de la fin ensuite. Si vous voulez, on peut en discuter après, mais nous, on a eu plusieurs sandwichs, plusieurs couches dans le sandwich. Un énorme travail à la base, en fait, en ouvrant sur les espaces, les sites, des possibilités d'avoir des journées vertes une fois par an. Donc vous parlez d'hydrocher là. Oui. Et après ça, avec ça, on a développé en pair-to-pair des possibilités de gérer le site, enlever les gobelets plastiques, des choses qui ont l'air idiotes, mais qui ont transformé le mental des gens. Parallèlement à ça, vous faites un truc en haut avec la DG. Et en plus de ça, vous faites par exemple, la fondation elle a permis à des gens d'aller sortir et de commencer à planter. Et en fait, par des dispositifs comme ça, multipliés, de nature complètement différente, pas du tout stratégique pour la partie site 1, on a modifié les états d'esprit. Donc en fait, il y a plusieurs ouvertures et plusieurs portes d'entrée pour modifier des manteaux d'un collectif. Le mot de la fin, un mot de Lelièvre. Donc oui, merci, parce que vous avez partagé des pistes tangibles d'espoir. Or, quand on parle de la biodiversité, c'est oulala, c'est déjà mort, quoi. Vous nous avez dit, éprouvé, non, surtout pas, parce que ça y est, l'action est partie. Il faudra contraindre ce discours ambiant de « c'est déjà mort, on n'en viendra pas à bout ». On peut en venir à bout. On peut trouver des solutions. Moi, j'aimerais terminer par cette image qui est une image très forte chez les environnementalistes. C'est l'idée qu'il faut sauver les condors, pas parce qu'on a besoin des condors, mais parce qu'on aura besoin demain des qualités humaines qu'on aura développées pour sauver ces condors, pour se sauver nous-mêmes. Et je pense que ça résume la raison pour laquelle nous devons, à nos places de décideurs, à votre place, vous devez, dans votre entreprise, dans votre action personnelle, dans votre action citoyenne, vous devez vous aussi agir, parce que sinon, les solutions aujourd'hui qui existent et qu'on peut tous ensemble trouver, il sera trop tard pour les trouver demain. Donc il faut habiter autrement la Terre. Et nous, à ce congrès, comme dans beaucoup de moments, on a beaucoup évoqué la question de l'éthique, du lien entre l'humanité et la nature. Et c'est aujourd'hui ce qu'il faut replacer comme valeur au centre de nos décisions. Et la Terre, c'est ma rue, mon environnement proche. C'est pas le globe, hein, c'est vraiment au bout de ma rue que ça se passe, quoi. C'est ça qui est important. Un grand merci à vous. Merci beaucoup pour votre attention. Et dans moins d'un quart d'heure, on se retrouvera, c'est lié, hein, avec le sujet de la décarbonation de l'industrie.
Il pourrait revenir en deuxième semaine d'ailleurs, lui. Et où sont les accélérateurs? À tout de suite. Merci beaucoup. Merci à vous.